Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur le bilan pédagogique et financier. Je suis Ariane Desmaillé, chargée de professionnalisation à Amfort et aujourd'hui, je serai une de vos animatrices. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Amfort, Amfort c'est le Cariforef de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit donc d'un GIP, un groupement d'intérêt public financé par l'État et la région. C'est un outil d'aide à la décision et d'expertise en fait en région dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. L'activité en fait des Cariforef se construit autour de trois grandes missions qui sont une première mission observer les domaines de l'emploi, formation, orientation sur le territoire, d'informer et d'animer professionnaliser. Donc c'est dans ce cadre en fait qu'on vous propose aujourd'hui ce webinaire sur le bilan pédagogique et financier pour vous aider à remplir et comprendre ce bilan. Donc, comme je vous disais, il ne vous a pas échappé que la campagne de saisie pour l'année 2024 a démarré début avril et vous le savez, toute structure réalisant des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doit établir un bilan pédagogique et financier et le déposer via l'application Mon Activité Formation avant le 31 mai 2025. Au-delà de son caractère administratif, ce document-là, il permet en fait d'avoir une visibilité sur l'activité formation par justement l'agrégation des données. Donc c'est bien à travers votre saisie qu'on va pouvoir avoir une image de cette activité et surtout de son évolution annuelle. Donc d'où l'importance en fait de bien saisir les données, d'avoir une saisie correcte des informations afin d'avoir une représentation la plus proche possible de la réalité. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de trois personnes, trois intervenants à qui je vais laisser le soin de se présenter. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Valentine. Bonjour à tous, donc je suis Valentine Albert, je suis gestionnaire de données au sein d'Amfort et j'interviens notamment dans la gestion de l'outil Decidata dont je vais vous faire une rapide présentation par la suite. Super, merci Valentine. Claire, je vous laisse la parole. Oui, donc Claire Bolno, gestionnaire de déclaration d'activité des organismes de formation à la DRETS Bourgogne-Franche-Comté au service de contrôle de la formation professionnelle. Je laisse le mot de la fin à Philippe. Oui, bonjour à tous. Philippe Comte, je suis expert référent en compétences et formations au sein de la DRETS de Bourgogne-Franche-Comté et je viens en appui donc du service régional de contrôle de la formation professionnelle auquel appartient Claire Paulneau. Voilà. Bonjour à Merci. tous et toutes. Merci pour ces présentations. Donc, petite présentation du sommaire, comment ça va se dérouler ce webinaire. Il y aura trois temps. Un premier temps sur, comme vous disiez Valentine, la présentation de Decidata, l'outil pour accéder à toutes les données agrégées de l'activité formation. Un deuxième temps consacré aux informations à connaître sur la campagne de saisie et les moyens d'accompagnement dédiés. Et enfin, un troisième temps où vous allez pouvoir poser vos questions, un temps de questions-réponses. Petite alerte, par contre, il n'est pas prévu dans ce webinaire de traiter des cas individuels. On vous donnera accès à toutes les informations pour traiter vos cas individuels, mais en dehors de ce webinaire-là. Donc voilà, on va traiter vraiment des questions généralistes. Pour les cas particuliers, on vous invitera à contacter le service en question. Petits éléments techniques pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Je vois que certaines personnes ont déjà trouvé l'onglet. Vous pouvez aller dans l'onglet questions-réponses qui est au-dessus, au-dessus de votre écran. Et c'est là que vous allez pouvoir soit entamer une discussion, démarrer une discussion ou poser une question. Donc voilà, tout au long du webinaire, je regarderai ce petit onglet pour pouvoir faire remonter vos questions ou réactions à nos invités d'aujourd'hui. Voilà pour les petits éléments de contexte. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et donc, je vais laisser la main à Valentine pour qu'elle nous présente justement Decidata, cet outil pour accéder aux données agrégées. Merci Ariane, alors je vais vous partager mon écran qui est sur Decidata. Le voilà. Donc, Decidata, c'est une plateforme de données socio-économiques en Bourgogne-Franche-Comté qui permet d'accéder à de la connaissance et à de l'aide à la décision sur plusieurs thématiques. Elle a été mise en place dans le cadre de la stratégie régionale de la connaissance et elle s'adresse aux acteurs du champ emploi-formation. Donc Decidata, c'est une plateforme qui est financée et animée donc, par l'État, par la région, les CCI de Bourgogne-Franche-Comté, l'AER et Amfort. Donc, je vais aller tout de suite dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la thématique formation.
Mais il faut savoir que voilà, il existe d'autres thématiques, dont plusieurs qui sont ouvertes au grand public, et elles peuvent permettre de donner un cadre à vos données tout en le corrélant avec le tissu économique du territoire. Donc je disais que les données BPF, voilà, elles s'inscrivent dans la thématique formation, et plus particulièrement dans la thématique formation continue. Hop, un petit temps de chargement. Donc voilà le tableau de bord qui est relatif au bilan pédagogique et financier. Donc les données qui sont présentées, ce sont celles qui sont transmises par la DREETS. Ce sont des données régionales uniquement. Comme lorsque vous remplissez vos BPF, ce sont donc des données déclaratives qui ne concernent que les OF en activité. Sur ce tableau de bord, nous sommes sur les données 2023. Et chaque fois, les données sont déclinées par type d'organisme, à savoir public, parapublic ou privé. Donc on y retrouve divers indicateurs que peuvent être l'évolution du nombre d'OF en début d'année ou en fin d'année, toujours décliné voilà, par type d'organisme, le nombre de bilans qui ont été transmis en 2023, mais aussi voilà, la répartition des heures selon le statut des stagiaires, selon aussi la répartition des stagiaires selon leur statut. On y retrouve aussi une répartition des heures stagiaires par type de formation et également pour les formations qui sont enregistrées au RNCP. On récapitule aussi les durées moyennes de formation en heures, suivant le type, suivant les caractéristiques ici qui peuvent être les apprentis, les salariés d'employeurs privés hors apprentis, les personnes en recherche d'emploi, etc. Et on offre aussi un petit visuel sur la répartition des stagiaires suivant la NSF. Donc voilà, que ça peut être le nombre de stagiaires, le nombre d'heures stagiaires ou la durée moyenne en heures des formations. On y retrouve également, pour finir, la répartition des sources de financement par type d'organisme d'une part, mais aussi suivant le statut, entreprise, OPCO, pouvoir public, particulier ou autre organisme de formation. À la fin, on rappelle donc, que voilà, les différents éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, à savoir que ce sont des données déclaratives qui concernent que les OF en activité et que ce sont des données sur 2023. Nous avons mis un petit avertissement aussi sur le fait que le taux de réponse peut être faible sur certaines questions. C'est là l'enjeu de la sensibilisation aujourd'hui. Au plus vous répondrez aux questions et le plus sérieusement possible, avec le plus de finesse, au mieux les données récupérées seront représentatives et permettront aux différents acteurs du champ emploi-formation d'avoir une vision de la situation réelle en région. Donc voilà, j'ai passé rapidement tous les indicateurs, mais je vous invite, si ces derniers vous intéressent, à aller voir directement sur Decidata. Je vous remercie pour votre écoute et puis Ariane, je te laisse la main pour introduire la partie suivante. Merci Valentine. Alors je te garde, hop, je vais nous remettre, voilà, vous allez pouvoir nous voir. Je te garde encore un petit peu, on a une question du coup pour un organisme de formation nationale dont le siège se trouve dans une autre région. Est-ce que les sessions de formation organisées par cette OF en BFC du coup sont comptabilisées dans la région sur Decidata ou pas? Est-ce que tu sais ça? Alors ça, je Non? ne sais pas, je pense qu'il faudrait peut-être plutôt se tourner vers Monsieur Comte, qui lui est plus professionnel sur cette question. Ouais, enfin, les données, voilà, les données que je vous fais parvenir, qui sont issues du bilan pédagogique et financier, concernent les organismes de formation déclarés, donc implantés en région Bourgogne-Franche-Comté. Quand je dis implantés, c'est soit le principal établissement, soit le siège social, soit le lieu de la direction effective. Voilà. Donc c'est très local, on va dire. Et a priori, toutes les informations concernent les seuls organismes de formation domiciliés et déclarés en région Bourgogne-Franche-Comté. Ok, bon je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur le sujet, donc on va pas perdre une minute de plus et je vais vous filer la main, je vais vous passer la main, Philippe et Claire, pour que vous nous présentez le bilan pédagogique et financier. Donc là, on voit bien votre écran, donc je vous laisse la parole. Parfait, merci. Alors juste en introduction,
L'objectif de ce webinaire est de vous expliquer ce qu'est le BPF, bilan pédagogique et financier, la manière de le renseigner et j'ai envie de dire surtout d'attirer votre attention sur un certain nombre de points de vigilance ou d'attention. Le bilan pédagogique et financier équivaut à un rapport d'activité ou un bilan d'activité. Simplement, il y a des choses à savoir pour le remplir correctement et le plus fidèlement possible. Voilà. Donc, au cours de notre présentation, on insistera plus en détail sur certains éléments, sur certains éléments ou certains points, pour faire en sorte justement que la fiabilité des bilans pédagogiques et financiers soit la meilleure possible. Voilà, donc là, je passe la parole à Claire, là, qui va vous présenter notamment le sommaire de notre intervention. Ah, je peux pas. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, pour le sommaire, donc, on va parler de qui est concerné pour remplir le bilan pédagogique et financier, donc le BPF. Ensuite, comment effectuer sa télédéclaration en ligne. Donc, en fait, c'est dématérialisé sur mon activité formation. Ce n'est pas sur un formulaire CERFA. Ensuite, il y a les nouveautés introduites en 2025. Le décryptage du formulaire, donc le formulaire dématérialisé, la trame sur MAF. Donc, ça sera global hein, sur les points de vigilance, mais on ne va pas rentrer dans les détails de vraiment cas par cas. Ensuite, il y a la liste des contrôles de cohérence, les principaux points de vigilance, les conséquences de l'absence de transmission du BPF. Et pour finir, il y aura l'aide en ligne et les ressources documentaires et les contacts utiles. Voilà, donc je reprends la parole. Donc pour commencer, qui est concerné par la transmission du bilan pédagogique et financier? C'est relativement simple, dans la mesure où tous les prestataires de formation légalement déclarés et en activité ont l'obligation de transmettre tous les ans, chaque année, un bilan pédagogique et financier. Donc ça concerne aussi bien les organismes de formation classiques que les OFA, organismes de formation par apprentissage ou CFA, que les prestataires de bilan de compétences, ou les prestataires d'accompagnement à la VAE. Voilà. Et ce, quel que soit le statut des organismes de formation, aussi bien les organismes de formation publics que privés, aussi bien les donneurs d'ordre que les sous-traitants, même pour les organismes qui ne font que de la sous-traitance. On parle dans ce cas-là de sous-traitance intégrale. Que l'activité soit exercée à titre principal ou accessoire, peu importe, et peu importe le niveau de votre activité ou de votre chiffre d'affaires, vous êtes dans l'obligation de transmettre tous les ans un bilan pédagogique et financier. Et enfin, quelles que soient les modalités pédagogiques proposées dans le cadre de votre catalogue de formation. Ça peut être aussi bien du présentiel, du distanciel, de ce qu'on appelle l'hybridation, des parcours un petit peu différents, des classes virtuelles ou autres, peu importe. Indépendamment donc des parcours et des modalités pédagogiques retenues ou proposées, vous êtes éligible au bilan pédagogique et financier. J'insisterai sur deux éléments. Vous devez transmettre votre bilan, même si au titre de l'exercice considéré, vous n'avez réalisé aucune activité de formation professionnelle continue. Dans ce cas-là, vous devez renseigner un bilan à 0. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le bilan néant, bilan pédagogique et financier néant. Néanmoins, vous devez le renseigner. C'est une obligation, sinon vous risquez, on verra tout à l'heure, d'avoir quelques déconvenues par la suite. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'exercice qui nous concerne, à savoir l'exercice 2024, correspond à votre dernier exercice comptable clos au plus tard le 30 avril 2025. Ça, c'est très important. Alors, certes, l'essentiel des exercices correspondent à l'année civile, mais pour ceux qui ont un exercice à cheval sur plusieurs années, il faut bien avoir en tête cet élément qui définit l'éligibilité ou pas
au bilan pédagogique et financier. Hein. Donc le bilan 2024 concerne votre dernier exercice comptable clos au plus tard le 30 avril de l'année 2024. Voilà. Voilà. Donc pour résumer, tout ou presque, tous les organismes, ou presque, après il y a quelques exceptions, notamment les organismes qui sont déclarés au cours de l'année 2025, ou ceux qui sont déclarés avant, dont l'exercice comptable n'est pas forcément, dont le premier exercice comptable n'est pas forcément clos. Bon. Mais en dehors de ces cas particuliers, tous les organismes de formation légalement déclarés ont l'obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier. Quand je dis tous les organismes de formation, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus de 4000 organismes. Donc c'est quand même une opération d'envergure assez importante, que ce soit pour les organismes et pour nous également. Alors, pour effectuer votre bilan pédagogique et financier en ligne, donc, comme je disais, vous allez le remplir en dématérialisé, comme vous avez fait pour faire votre demande de déclaration d'activité. Donc, en fait, il faut vous connecter sur MAF, mon activité formation, ce que vous avez fait donc, pour vous déclarer. Et donc, c'est voilà, le lien qui est affiché. Alors, soit vous avez pas encore créé votre compte, parce qu'il y a un compte que vous devez vous créer. Alors, vous avez reçu normalement, lors de votre déclaration, qui a été donc votre numéro d'enregistrement de déclaration d'activité, vous avez reçu un récépissé de déclaration d'activité avec votre numéro NDA. Et vous avez reçu un courrier de notification avec vos codes des accès pour aller sur MAF. Donc, ça s'appelle maintenant code responsable accès. Des accès pour MAF, donc une activité formation, qui va vous permettre de créer un identifiant et un mot de passe personnel à vous. Donc, en premier lieu, soit vous créez votre compte avec le SIRET et ce code, soit vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà créé ce compte et vous êtes déjà vos identifiants de connexion permanents. Sachant que le code MAF, maintenant, n'a une durée de validité que d'1 mois. Il est obsolète assez rapidement pour des questions de sécurité. Donc, si vous n'avez pas fait votre création de compte ça fait un peu plus d'1 mois que vous n'avez pas fait, il va falloir voilà, redemander un code d'accès MAF, créer votre compte, à l'assistance technique dont il y a un numéro vert, on vous communiquera à la fin dans les contacts utiles, qui ne sert pas que à ça aussi. Donc voilà, après, il y a des guides aussi pour... vous avez reçu un guide aussi de pratique de mise à jour pour vous connecter dans le courrier qu'on vous envoyait. Et ce guide, vous pouvez le retrouver sur Internet, de l'adresse, ou normalement aussi sur le portail MAF. Vous avez plein de guides qu'on vous montrera à la fin. Peut-être juste une précision, c'est que désormais, ce qu'on appelait auparavant le code d'activation ou de validation MAF, le terme utilisé depuis, c'est très récent, c'est code responsable des accès. Donc si toutefois on vous demande un code responsable des accès, sachez que ça équivaut au code d'activation ou de validation MAF, mon activité formation. Ouais. Et ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on se connecte avec EFP Connect. Donc, c'est encore un nouveau portail de sécurité, mais qui est assez facile à accéder. Voilà. Donc, voilà comment accéder pour déclarer son bilan. Alors ensuite, les nouveautés introduites en 2025. Alors, bonne nouvelle, j'ai envie de dire, puisque le contenu du BPF, bilan pédagogique et financier, demeure quasiment inchangé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà l'habitude de le renseigner. Les quelques modifications sont purement formelles et doivent faciliter la lisibilité, ce qu'on appelle la lisibilité donc des rubriques, la compréhension des rubriques et le remplissage des informations, des données. Voilà. J'insisterai peut-être juste sur un point, c'est que lorsque vous allez entamer la saisie, vous allez tomber sur une rubrique résumé. Et sous cette rubrique, il y a un élément qui a été intégré, c'est la définition légale de l'action de formation. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le bilan pédagogique et financier a vocation à refléter votre seule activité de formation. Reste maintenant à savoir ce qu'on met derrière. Et votre activité de formation doit correspondre à un volume d'actions dispensées
qui soit conforme notamment aux dispositions légales et réglementaires. Donc prenez le temps de lire ce paragraphe qui a été rajouté et qui précise notamment ce qu'est et ce que doit être une action de formation. Voilà. Alors vous avez également d'autres ajouts qui ont été intégrés cette année. Notamment pour les cadres les plus importants, les plus volumineux, il est plus facile de sauvegarder. Pour ceux qui connaissent, avant, il fallait remonter en haut du cadre ou du bloc pour sauvegarder. Désormais, pour certains cadres, il y en a 2, cadre C et F3, vous pouvez également sauvegarder en bas du bloc. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça vous évitera notamment d'oublier de sauvegarder, car malheureusement, il y a un certain nombre d'organismes qui oubliaient donc de sauvegarder les éléments saisis dans chacun des cadres. Voilà. Alors, vous avez également des aides à la saisie qui apparaissent. Certaines sont matérialisées en rouge dans certaines rubriques ou dans certains cadres. Le but étant, là aussi, d'attirer votre attention et de vous orienter dans votre saisie. Voilà. Et puis peut-être une dernière précision, en fin de processus de saisie, et avant de transmettre votre formulaire, il y a une fiche de synthèse qui apparaît, qui récapitule les principaux éléments que vous avez vous-même déclarés. Il se trouve que cette fiche de synthèse est complétée de 2 nouveaux champs. Le premier concerne le nombre de formateurs. Et donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, donc le recours ou non à la formation à distance. Ça, c'est un élément important, on y reviendra tout à l'heure. Mais il faut être vigilant, notamment sur cette information. Voilà. Et puis, il y a une dernière information, une infobulle ou un message d'alerte qui apparaît lorsque le cadre E concerne le nombre de personnes qui dispensent des heures de formation, le nombre de formateurs internes ou externes. Donc, lorsque ce cadre n'est pas renseigné, là, vous avez un message d'alerte qui apparaît en rouge, le but étant toujours d'attirer votre attention sur la nécessité de remplir obligatoirement certaines rubriques. Alors, pour le décryptage du formulaire, on a plusieurs cadres ou blocs, donc de A à H. La partie A, c'est l'identification de l'organisme. C'est assez simple à remplir, hein. Ça va vous permettre déjà de vérifier si les informations sont correctes, bien remplies à jour. Donc, le cadre est déjà pré-rempli par MAF. Donc, vous vérifiez bien voilà, vos données, numéro SIRET, code NAF, l'adresse. Donc, le cas échéant, vous pouvez mettre à jour. Donc, vous pouvez mettre à jour déjà le numéro SIRET, donc que les 5 derniers chiffres, le code d'établissement, mais pas le numéro SIREN. Ça, vous ne pouvez pas modifier vous-même. Vous ne pouvez pas modifier parce que c'est encore une autre procédure. Et bon, on ne va pas rentrer dedans. Mais vous ne pouvez changer que pour le numéro SIRET. Ce qui fait que si vous avez fait un changement d'adresse ou de code NAF dans l'INSEE, rien que de changer le numéro SIRET, ça va mettre à jour automatiquement les données reliées avec l'INSEE. Donc voilà, ça suffit des fois de changer les 5 derniers chiffres du SIREN et le SIRET pour que l'adresse se remette à jour. La raison sociale, le CONAF par exemple. Donc il y a le téléphone et l'email de contact que vous pouvez mettre à jour. Ça peut arriver que ça change, donc veuillez bien le changer, ça c'est à vous de le saisir. Donc ce que vous allez enregistrer, vos mises à jour, ça va alimenter automatiquement votre fiche identité OF, organisme de formation dans MAF. Donc, pas besoin de retourner sur votre fiche identité pour faire les formations, enfin pour les modifier. C'est ça, le bilan, ça permet aussi chaque année de refaire un point, de se remettre à jour. Donc, ça sert à ça. Et il y a, voilà, pour cette partie, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, pour le cadre A. Et juste peut-être une précision. Oui. Ce que vous avez donc à gauche du support de présentation, c'est l'équivalent papier du bilan pédagogique et financier, en sachant que, comme l'a expliqué Claire tout à l'heure, la télésaisie s'effectue en ligne depuis le portail de service Mon Activité Formation. Voilà. Mais pour des raisons de lisibilité, vous avez donc sur la gauche la version papier, en sachant que les rubriques sont identiques à celles qui figurent dans la version dématérialisée, accessible en ligne via Mon Activité Formation. Voilà. C'était juste une petite précision. En fait, ça sera plus ergonomique sur MAF. Oui. Et on vous montrera, si on a le temps, vite fait un PDF sur comment ça se présente un formulaire dématérialisé sur MAF.
Donc oui, désolé pour les exemples CERFA, ça reprend, mais c'est pas très précis, mais bon. Alors, pour le cadre B, ensuite, pour les informations générales, ça va retracer l'activité de l'organisme de formation sur l'exercice comptable. Donc là, vous prenez bien les dates de début de fin de l'exercice comptable clos. Donc, il faut que ça soit clos avant le 30 avril 2025. Donc, vous avez besoin de changer les dates ou pas, hein, ça se pré-remplit, vous pouvez changer facilement. Principalement, un exercice comptable, pour la majorité des organismes de formation, des OF, c'est sur l'année civile, hein. C'est par exemple du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Et ça peut être sur 2 années ou pas sur l'année civile. Et ensuite, il y a une nouveauté. On voit peut-être pas trop en dessous, mais c'est avez-vous mis en œuvre durant ces périodes une ou des actions de formation en tout ou en partie à distance? C'est ce que Philippe disait tout à l'heure. Donc à distance, en distanciel, c'est soit en classe virtuelle, en e-learning, enfin tout ce qui est sur ordinateur. Donc c'est une case à cocher. Donc que ce soit partiel ou entier, bah, vous avez une case oui ou non à cocher obligatoirement. Donc, voilà, c'est l'une des deux à cocher obligatoirement. C'est une nouveauté. C'était déjà le cas l'année dernière, hein, mais on réinsiste parce que c'est une Oui. information importante pour un certain nombre de raisons qu'on pourra pas forcément expliquer aujourd'hui, mais c'est une information qui intéresse beaucoup d'acteurs et d'opérateurs privés, voire publics. Voilà. Donc veillez à bien renseigner cette information. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit désormais une information bloquante. Si toutefois elle n'était pas saisie, ça vous empêcherait de transmettre au final votre bilan pédagogique et financier. Je te laisse la main, Philippe, pour Voilà. la suite. Donc on va continuer donc le décryptage du formulaire avec notamment les cadres C et D. Et là, on aborde le bilan financier de l'organisme. Donc bilan financier, vous avez d'un côté les produits et de l'autre les charges. Alors de manière générale, le bilan pédagogique et financier, donc ce volet produits-charges, doit être la photographie comptable de votre activité de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'organisme de formation, légalement déclaré, vous êtes tenu de suivre votre activité de formation au travers d'un bilan, d'un compte de résultats et d'une ou plusieurs annexes. Ça, c'est une obligation qui concerne tous les organismes de formation et indépendamment de votre statut juridique. Cette disposition est très souvent méconnue des organismes de formation. Donc soyez vigilants et faites en sorte de tenir à minima, je dis bien à minima, une comptabilité avec un bilan, un compte de résultats et une annexe. D'autant plus que la tenue de cette comptabilité, même sommaire ou succincte, vous permettra de renseigner plus facilement le bilan pédagogique et financier. Donc ces deux cadres, les cadres C et D, recensent l'ensemble des produits. Donc l'ensemble des produits, c'est tous les financements perçus dans le cadre de la formation professionnelle et des charges ou dépenses de votre organisme de formation, toujours au titre du dernier exercice clos au plus tard le 30 avril 2025, et ça c'est très important, qui doit correspondre aux actions réalisées ou débutées, ou initiées ou commencées, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et là, on est vraiment dans une logique comptable. Pour ceux qui connaissent un petit peu la comptabilité, on est sur une logique d'engagement et non pas d'encaissement. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des actions, par exemple, qui se déroulent sur plusieurs exercices consécutifs, il faut appliquer un prorata, notamment par rapport aux produits perçus, et les affecter sur l'un ou sur l'autre exercice. Voilà. Donc tout l'intérêt de ces éléments, de ce bilan financier, est de savoir d'où proviennent vos financements et de voir quelles sont vos charges. En contrepartie, toute activité occasionne des charges. Il y a souvent des organismes d'ailleurs qui nous disent « Ah mais moi, j'ai pas de charges ». Si, toute activité occasionne des charges. Alors elles sont directes ou indirectes. Les charges indirectes, ça peut être par exemple des charges liées à la location de locaux, etc., etc. Mais encore une fois, toute activité occasionne des charges, plus ou moins, mais toute activité engendre
des dépenses et des charges. Alors j'insiste sur un élément, mais on l'avait déjà fait un petit peu auparavant. Il est vraiment impératif de ventiler correctement et le plus précisément et fidèlement possible les financements perçus. Pourquoi? Parce que c'est un élément sous surveillance. Et si toutefois il y a des anomalies ou des incohérences, vous ne pourrez pas valider et transmettre votre bilan pédagogique et financier. Donc soyez très très vigilants sur cet aspect, l'aspect financier en général et notamment sur l'aspect produit et origine des produits. Donc si on décline les différents cadres, on commence donc par le cadre C. Le cadre C renvoie à l'origine des produits de l'organisme. Il y a une question simple à vous poser, c'est qui finance là où les prestations de formation et pour quel dispositif? Donc vous avez dans le bilan pédagogique et financier les différents financeurs. Donc on retrouve dans l'ordre les entreprises pour la formation de leurs salariés, ce qu'on appelle alors les organismes gestionnaires des fonds de la formation professionnelle. Alors ce sont principalement les OPCO, ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Ça peut être la CDC, dans le cadre notamment du compte personnel de formation, le CPF, la CDC étant la Caisse des dépôts et consignations. Ça peut être ce qu'on appelle des FAF, des fonds d'assurance formation de non-salariés. Ce sont en gros les principaux. J'oublie un organisme gestionnaire. Ce sont les associations Transition Pro qui gèrent et administrent notamment ce qu'on appelle les PTP, les projets de transition professionnelle. Voilà. Mais retenez principalement les OPCO, la CDC et éventuellement l'association Transition Pro comme professionnel. Donc vous avez également des produits qui peuvent provenir des pouvoirs publics lorsqu'ils forment leurs propres agents. Toujours des pouvoirs publics lorsqu'ils forment des publics spécifiques. Donc par pouvoir public, on entend les instances européennes, notamment les fonds du Fonds social européen. Ça peut être l'État, bien évidemment, les conseils régionaux. Ça peut être également France Travail, ex-Pôle emploi. Mais il peut y avoir d'autres ressources. Ça peut être, par exemple, pourquoi pas un conseil départemental, pourquoi pas une commune, même si c'est un petit peu plus rare, mais pourquoi pas. Ça peut très bien exister, ou une commune ou une communauté d'agglomération vient en complément abonder, par exemple, un dispositif. Voilà. Il y a une autre catégorie de produits qui vise donc les financements qui proviennent de particuliers qui ont suivi à titre individuel et à leurs frais une formation. Donc ça, vous le retrouvez en ligne 9. Alors, ce qu'il faut savoir, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais un certain nombre de prestations sont financées directement et sur leur propre denier par des particuliers. C'est tout à fait possible. Alors après, ces gens-là bénéficient de dispositions protectrices dans la mesure notamment où ils doivent conclure ce qu'on appelle un contrat de formation professionnelle avec des clauses qui les protègent un petit peu plus que d'autres structures qui vont financer les prestations de formation. Et vous avez également, et ça c'est important, vous pouvez avoir des produits qui proviennent de contrats conclus avec d'autres organismes de formation. Pour faire simple, vous êtes dans ce cas-là sous-traitant d'un autre organisme de formation. Et vous formez pour le compte et à la demande de cet organisme de formation. Donc vous percevez à ce titre des produits. Ça peut être des honoraires de formation, par exemple. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, puisqu'il doit y avoir une correspondance entre la partie financière et la partie pédagogique. Donc voilà un petit peu quelles sont les différentes rubriques, la nature des produits que peut percevoir un organisme de formation. Il y a une dernière ligne, c'est qui concerne les autres produits de la formation professionnelle. Alors, ce que vous pouvez mettre dans cette ligne, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les différentes sous-rubriques, par exemple. Donc, c'est très résiduel, en fait. Vous pouvez mettre donc dedans tout un tas de choses. Vous pouvez mettre également, par exemple, les produits.
Alors, c'est un petit peu un cas d'école, hein, mais vous pouvez mettre dedans, dans cette catégorie autres produits, les produits qui proviennent d'organismes étrangers pour des formations dispensées à l'étranger. Ça peut très bien être ça. Vous pouvez mettre également ce qu'on appelle des frais annexes ou enfin, c'est pas des frais, c'est plutôt des produits annexes. Par exemple, lorsque vous délivrez une prestation hébergement, transport, restauration, vous pouvez éventuellement l'intégrer dans cette catégorie autres produits. Et tout ce qui concerne également la vente d'outils pédagogiques. Si vous mettez par exemple à disposition des plateformes de learning, j'imagine qu'il y a une redevance, il y a une contribution, etc., que vous percevez, et donc vous pouvez également l'inclure dans cette catégorie-là. Voilà. Mais là, encore une fois, l'important, c'est vraiment de bien distinguer, un, qui finance, et deux, éventuellement, au titre de quel dispositif. Ce sont vraiment les deux questions fondamentales à vous poser, et ensuite, donc, vous ventilez, vous répartissez le montant des produits sur chacune des lignes proposées. Voilà. Dernière chose sur ce cadre C, concernant l'origine des produits, vous avez, et malheureusement, c'est pas toujours très bien rempli, vous avez une rubrique qui s'intitule « Part du chiffre d'affaires global réalisé dans le domaine de la formation professionnelle en pourcentage ». Ça, c'est très important. Ça fait partie des informations qui intéressent beaucoup les opérateurs, les acteurs, notamment les autorités publiques, et France Compétences et autres, j'en passe. Voilà, donc soyez vigilants et pensez bien notamment à renseigner ce ratio. Ce qu'il faut également savoir, c'est que vous ne pouvez pas saisir de décimales. Donc pour les organismes qui ont une très faible activité de formation par rapport à leur activité globale, le minimum à insérer, quoi qu'il arrive, c'est 1%. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des organismes exercent l'activité de formation à titre accessoire, en complément d'une activité principale. Et parfois, le chiffre d'affaires, je ne dis pas est ridicule, hein, mais est très faible. Mais même s'il est faible, vous devez quand même le mentionner. Voilà, en sachant que dans cette hypothèse-là, le minimum à insérer, c'est 1%. Donc voilà pour la partie origine des produits de l'organisme. Et vous avez donc un cadre D. Alors, attendez, je vais passer. Hop. Oui, alors peut-être une précision hein, sur ce que vous avez à l'écran. Il est possible, pour une même action de formation, financée par plusieurs financeurs, et donc il est possible de devoir mentionner plusieurs lignes. Je prends un exemple, une action de formation est financée par la région, est financée par l'État et par France Travail. Donc à un moment donné, vous allez devoir scinder le montant global et le diviser au prorata de l'apport des différents financeurs. Voilà. Ça, c'est important parce que parfois, les organismes ont tendance à tout globaliser sur un seul financeur, alors qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc soyez vigilants également à cet aspect-là. Les produits doivent être comptabilisés alors hors taxe ou net de taxe. Ça aussi, c'est important. C'est mentionné hein, sur le masque de saisie en ligne. Soyez vigilants. Vous ne devez pas comptabiliser TTC, toutes taxes comprises. Donc, comptabiliser hors taxe pour les organismes qui sont soumis à TVA ou net de taxe pour ceux qui sont exonérés de TVA, en sachant qu'il y a environ un quart des organismes de formation qui sont exonérés de TVA. Voilà. Les produits de la sous-traitance sont à comptabiliser à la ligne 10. Hein, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure le sujet. Ça, c'est important. Isolez bien les produits qui proviennent de votre activité réalisée en qualité de sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre. Voilà. Alors, dernière chose, même si le bilan pédagogique et financier s'inspire de la comptabilité, ce n'est pas un document comptable. Il n'a pas du tout cette valeur-là. Donc, il n'y a pas lieu de chercher à équilibrer les cadres C, produits de l'organisme, et le cadre D, charge de l'organisme. Il y a certains organismes qui ont tendance à équilibrer les deux. Non, il n'y a pas d'obligation d'équilibrer, en sachant que, en toute logique, une activité pour être rentable doit être excédentaire. Donc, il serait logique
que la part des produits soit supérieure à la part des charges. Voilà, donc maintenant on va passer au cadre des charges de l'organisme. Alors là aussi, bonne nouvelle, pour ceux notamment qui ont connu les anciens bilans pédagogiques et financiers. Ce cadre a été simplifié, ça fait déjà plusieurs années. Moi, j'ai connu l'époque où ce cadre reprenait la comptabilité applicable aux organismes de formation et faisait l'équivalent d'une page entière. Ce n'est plus du tout le cas. Hein. J'ai envie de dire que c'est simple, à supposer que ce soit simple. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez une première ligne qui reprend le total des charges de l'organisme. Alors attention, hein, charge de l'organisme est liée à la seule activité de formation. On revient toujours à ce ciblage sur l'activité de formation. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Vous portez simplement le total. Et ensuite, vous avez deux sous-catégories. C'est pour ça que vous avez dons. Donc vous avez dons le salaire des formateurs et dons achat de prestations de formation et honoraires de formation. Salaire des formateurs, ça ne pose pas de difficulté. C'est un petit peu plus compliqué pour achat de prestations de formation et honoraires de formation. Là, on vise notamment les donneurs d'ordre qui vont confier la formation à un ou plusieurs autres organismes de formation. Donc, ils sont dans une logique d'achat, ils vont acheter. Donc, ils vont rémunérer notamment leurs prestataires, leurs sous-traitants. Et donc, les montants correspondants doivent apparaître. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Alors, sans faire de comptabilité, hein, mais les salaires des formateurs doivent correspondre, dans la nomenclature comptable, au compte 6411, pour ceux qui connaissent un petit peu la comptabilité. Les achats de prestations de formation apparaissent en principe dans un compte de classe 6, ce qui est logique, et plus précisément le compte 604. Et les honoraires de formation donc, figurent dans le compte 6226. Voilà. Ça, c'était des précisions pour voilà, ceux qui sont adeptes de la comptabilité ou qui ont une passion dévorante pour les règles comptables. Voilà. Donc, pour conclure, encore une fois, c'est pas très compliqué de remplir ce cadre. Il faut simplement bien isoler votre activité réalisée au titre de la formation, lorsque vous avez plusieurs activités. Voilà. Et puis ensuite, vous reportez le total des charges. Et si toutefois, vous avez des salaires qui ont servi à rétribuer et rémunérer vos formateurs internes, vous le mentionnez. Si vous avez fait appel à des prestataires extérieurs, vous le mentionnez également, c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième ligne, achat de prestations de formation et honoraires de formation. Alors en termes de sémantique, on parle d'achat de prestations de formation lorsque on requiert les services d'une personne morale et on parle d'honoraires de formation lorsqu'on fait appel à des personnes physiques, notamment des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants. Voilà, je passe À mon la tour. parole à Claire. Alors, ensuite, on a le cadre E. Là, ce sont les personnes dispensant des heures de formation. Donc, ça vise ce cadre à identifier les personnes qui interviennent pour vous. Donc, il faut indiquer le nombre de formateurs et le nombre d'heures de formation durant lesquelles ils ont dispensé des actions. Alors, pour les heures de formation, il faut arrondir au nombre entier le plus proche. Donc, il y a deux lignes à distinguer. On a les intervenants internes. La première personne de votre organisme dispensant des heures de formation internes. Donc, ça peut être vos salariés, employés. Ça peut être un formateur occasionnel salarié, les formateurs salariés d'une autre entreprise mis à votre disposition dans un but non lucratif pour dispenser des heures de formation, les formateurs bénévoles qui ne perçoivent pas de rémunération, et vous-même aussi, si vous êtes travailleur indépendant ou entrepreneur. Alors ça, on ne le voit pas, mais les détails, c'est marqué dans la fiche également, la notice d'explication sur les petites bulles, hein, tous ces détails quand vous avez un doute. Et les personnes extérieures à votre organisme. C'est donc les
sous-traitant quand vous avez signé un contrat de prestation de service, contrat de sous-traitance. Donc, voilà pour cette partie. Donc là, après, on va passer à partir du cadre F sur le côté du bilan pédagogique. Donc, pédagogique, c'est plus administratif, hein, c'est-à-dire que c'est des données vraiment administratives, des statistiques sur les actions de formation. Donc, ce bilan pédagogique, il doit correspondre d'un exercice clos, au même titre que pour le bilan financier. Donc, les cadres F et G, ça recense aussi bien les stagiaires que les apprentis. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi de dire que il faut prévoir des outils de pilotage, hein, ce qui est mieux pour des actions intégrant les contraintes du BPF. Si vous utilisez des logiciels, c'est bien des tableurs Excel pour pouvoir faire voilà, votre base de données. Puis qu'en amont, dès que vous commencez votre exercice comptable, vous avez tout préparé pour que le jour J, pour remplir le bilan, voilà, tous vos données sont déjà remplies et vous n'avez plus qu'à faire les calculs dans le tableur et à remplir le bilan. Voilà, c'est une idée pour vous aider à remplir et pas stresser le jour J en disant, mon Dieu, mais comment je vais faire pour calculer? Alors les cadres F1, F3, F4, oui, là, ça va être un petit peu plus... Bon, il faut bien savoir remplir. Ça recense toutes ces actions réalisées directement par l'organisme ou confiées à un autre organisme de formation. Donc c'est pareil, soit vous êtes donneur d'ordre et vous pouvez faire que de la sous-traitance, enfin que des sous-traitants, ou vous pouvez être que sous-traitant, ou vous êtes donneur d'ordre, vous faites aussi vous faites de la sous-traitance, mais vous faites aussi vos propres formations. Donc voilà, toutes ces formations, faut les mettre. Et ce qui est important, c'est alors par contre, à contrario, ces blocs ne concernent pas les sous-traitants. On y reviendra après, on va le répéter. Ce qui est bien pour la sous-traitance, quand on est exclusivement sous-traitant, c'est que ça, on n'a pas beaucoup de blocs à remplir, en fait. Les F, on ne les remplit pas. Pour le nombre total d'heures de formation, on va regarder après les F, suivi, ça correspond au nombre de stagiaires fois la durée de la formation suivie par chaque stagiaire. Donc, par exemple, on va y venir après, on va regarder. Donc, comme je disais, les formations réalisées par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre organisme n'ont pas à être comptabilisées. C'est seul le cadre G qui a renseigné en contrepartie des produits perçus au titre des contrats conclus avec d'autres OF, cadre C, ligne 10. Ça c'est important, hein, je me permets de rajouter. C'est très important, notamment pour les organismes qui ne font que de la sous-traitance, qui ne sont que sous-traitants. Pour eux, le bilan pédagogique et financier est assez simple à renseigner. Vous devez renseigner les cadres A, B, C, D, E. Vous passez directement au cadre G et ensuite le cadre H. Voilà. Mais c'est relativement simple, notamment sur la partie pédagogique. Voilà. Alors c'est un petit peu plus compliqué lorsque vous êtes sous-traitant et que vous avez parallèlement une activité en propre. Donc pour votre activité réalisée en propre, vous allez devoir renseigner les cadres F1, F3 et F4. Et c'est vrai que là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais pour les organismes, et il y en a quand même un certain nombre, non négligeable, qui ne sont que sous-traitants, c'est relativement simple. Dans le volet financier, ils n'ont que la ligne 10 du cadre C à renseigner. Et dans la contrepartie pédagogique, ils n'ont que le cadre G à renseigner. Donc là encore, c'est simple, ça ne l'a pas toujours été, mais ça a été une mesure de simplification qui date déjà de plusieurs années. Voilà. On va passer à la suite. Donc, le cadre F1. Là, on va demander quel type de stagiaire ont participé aux actions de formation. Donc, le statut, donc stagiaire ou apprenti. Hein. Alors, comme on répète, ça va être marqué en rouge. Là, vous ne le voyez pas que si vous êtes que en sous-traitance, vous n'avez pas à le remplir. Donc, ça sera marqué en rouge, ça sera clair. Donc, ce cadre, il va viser à connaître le public qui bénéficie des actions de formation et qui convient de répartir des stagiaires selon leur statut.
un stagiaire ne peut être comptabilisé qu'une seule fois pour une même action. Donc, en type de stagiaire, vous avez de A à E, donc salarié d'employeur privé hors apprenti. En B, apprenti. En C, personne en recherche d'emploi formée par votre organisme de formation. En D, particuliers à leurs propres frais formés par votre organisme de formation. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure des particuliers individuels qui payent sur leurs propres deniers. Et eux, c'est autres stagiaires. En fait, vous savez pas, ils ne rentrent pas dans les cases de A à D, donc vous les mettez là. Mm. Alors, il faut que dans chaque action, il faut recenser le nombre d'heures de formation suivies par chaque stagiaire et chaque apprenti et d'en faire le total. Donc, par exemple, si on fait le calcul, vous avez une action de 6 heures. Vous avez dispensé 6 heures de formation pour 12 stagiaires. Vous prenez les nombres de stagiaires, donc 12 fois heures, multiplié, et ça fait 72 heures. Donc, le nombre total d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis pour une action, ça fera 72 heures. Et vous répartirez selon le statut. Voilà. Après, c'est pareil, les bulles d'information, vous passerez, ça détaille vraiment les types de stagiaires si vous avez un doute. Peut-être une précision. Ce cadre F1 doit être en cohérence avec le cadre financier, de mémoire le cadre C. Je prends un exemple tout simple. Vous avez perçu des produits ou des financements provenant d'entreprises pour la formation de leurs salariés. Vous devez obligatoirement retrouver dans ce cadre F1 des stagiaires salariés. Ce qui est logique. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous allez être confronté à une erreur bloquante. Ça veut dire que vous ne pourrez pas valider votre bilan pédagogique et financier. Donc soyez vigilants à ce qu'il y ait bien une cohérence entre la partie financière et la partie pédagogique, notamment au travers de ce cadre F1, type de stagiaire de l'organisme. Oui, après, c'est vrai que tous les blocs, voilà, il y a une cohérence. Donc, de toute façon, ça vous le dira à un moment, on vous expliquera. Si ça bloque, c'est qu'il y a une erreur. Le cadre F2, c'est pareil, on ne voit pas très bien, mais alors là, c'est dont l'activité est sous-traitée à l'organisme. Donc, ce que vous avez mis au-dessus, ça va être dont. Donc, ce cadre, les stagiaires, oui, donc vous allez mettre ce que vous avez confié en totalité ou en partie des actions de formation, donc compétences, bien sûr, VAE, à un autre organisme de formation. Alors, soit vous faites toute votre formation, bien sûr, vous mettrez 0, soit vous donnez tout en sous-traitance, soit vous faites partiellement. Donc, il faut que ça se retrouve aussi en nombre de stagiaires et en nombre d'heures. Vous avez d'autres choses à rajouter sur ce cadre, Philippe? Non, simplement activité pour dire que sous-traitée. ce cadre F2 renvoie à la notion de donneur d'ordre par rapport à la Plutôt le notion donneur d'ordre. de sous-traitant. Voilà. C'est vrai qu'ils ne le mettent C'est-à-dire pas. si toutefois vous avez confié la réalisation de la formation à un ou plusieurs prestataires externes, donc des sous-traitants, vous êtes donneur d'ordre. Et à partir de là, vous devez mentionner le nombre de stagiaires et l'équivalent en nombre d'heures de formation suivies. Voilà. En fait, quand on est donneur d'ordre, c'est là qu'on a le plus de travail, en fait, à remplir, en résumé, par Oui, rapport à un sous-traitant, exclusivement sous-traitant. oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'on a la C'est maîtrise tout de le A temps, à Z quasiment du déroulement de l'action de de formation et tout, de la partie administrative. Voilà, maître ce qui n'est pas d'œuvre et forcément tout. le cas, ce qui est pas Mm. forcément le cas pour les sous-traitants. Donc là, on a vu le cadre F2, donc on va passer au F3. Là, on va sur l'objectif général des prestations dispensées. Ça vise à connaître l'objectif général des prestations donc dispensées par l'organisme et savoir le niveau de qualification, les titres, hein. Donc, on a quand même pas mal de lignes. C'est en A, formation visant un diplôme, un titre, qualification, certificat, qualification professionnelle enregistrée au RNCP, répertoire national de certification professionnelle, dont vous avez plusieurs niveaux pareil à remplir. Alors, je ne vais pas tout lui dire, le plus élevé, donc de niveau 6 à 8, licence, doctorat, 5, 4, 3, 2, et après, il y a à la fin, dont certificat de qualification professionnelle sans niveau de qualification. Pour la partie B, c'est les formations visant une certification, donc soit CQP ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique, RS. La partie C, formation visant un CQP non enregistré au RNCP ou au RS. Partie D, haute formation professionnelle,
les formations courtes qui ne donnent aucune qualification. Mm. Le E, bilan de compétences. Et le F, les VAE, action d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Donc, vous mettez pareil les totaux, le nombre de stagiaires et d'apprentis, les heures. Et ça va se calculer quand on voit total, quand vous avez rempli. Normalement, c'est ça, Philippe, quand on sauvegarde, ça doit faire le total. Ça s'enregistre. Oui, les totaux s'incrémentent automatiquement. Dans chacun des blocs ou cadres, hein, on parle de blocs, mais bon, peu importe. Donc, vous remplissez simplement les différentes lignes. Et puis ensuite, lorsque vous allez sauvegarder le bloc, les totaux donc, vont s'incrémenter automatiquement. Voilà. Donc, c'est pour ça que les totaux, ils voient qu'il y a une incohérence par bloc. Voilà, c'est à partir de là que l'outil va déceler des incohérences, des anomalies, dont certaines peuvent être bloquantes. Voilà. Donc, les stagiaires... Excuse-moi, Philippe. Oui. Non, mais dans ce cas-là, en cas d'erreur bloquante, il va falloir reprendre un petit peu les informations pour justement les remettre en cohérence. Voilà. Et les stagiaires dont la formation a été confiée, encore une fois en qualité d'honneur d'autre, à un sous-traitant, doivent être comptabilisés dans ce cadre. Encore un travail en plus. Ouais. Après, on va finir sur le F4, mon bloc F. Donc, c'est les spécialités de formation. Alors, la question à se poser, oui, c'est on va jusqu'à impérativement 5 spécialités, les principales. Peut-être que vous en avez plus, mais vous ne pouvez pas tout mettre. Donc, vous mettez bien les 5. Et vous avez autre spécialité, c'est ce qui ne rentre pas et que vous ne pouvez pas comptabiliser. Donc, c'est pareil, ça va être le nombre de stagiaires et d'apprentis, le nombre total d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis. Et donc, pour F4, vous avez la notice explicative qui est jointe. On vous expliquera où elle est. Dans l'annexe page 4. Vous avez tous les codes, les spécialités. Donc là, vous regardez bien. Alors, vous allez prendre, soit vous allez être très précis, vous allez vraiment chercher la matière. Alors, vous pouvez avoir des actions de formation avec plusieurs modules de thèmes, de spécialités, mais dans ce cas-là, vous allez soit au plus précis, soit au plus général pour englober. Ce qui n'est pas forcément évident, mais il faut vous retrouver forcément dans ces codes. Et autre spécialité, c'est ce qui ne rentre pas dedans, toujours pareil. Et donc, le total F1, total F3, total F4, impérativement identique, toujours pareil, blocage. Avant la transmission du bilan impossible, ça va être marqué. Oui. Pour revenir sur ce cadre, alors attendez, je vérifie parce que j'ai un petit problème d'écran. Voilà. Lorsque vous saisissez en ligne, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle la nomenclature des spécialités de formation. Il y a environ de mémoire 92 spécialités et pour chaque spécialité correspond un code. Donc quand vous allez saisir en ligne, à un moment donné, vous allez accéder donc aux différentes spécialités et vous n'aurez qu'à saisir notamment le code qui correspond à un intitulé donné. Voilà. Donc ça se fait assez simplement. On vous demande donc vos 5 principales spécialités ou domaines de formation. Et pour toutes les autres, donc à partir de la 6e, vous pouvez les comptabiliser dans la partie autres spécialités. Voilà. Donc insistez bien sur les 5 principales. En général, les organismes, sauf les gros organismes de formation, mais la plupart des organismes de formation ont 1, 2, voire éventuellement 3 spécialités, mais rarement au-delà. Mais ça peut arriver, notamment pour les plus gros organismes de formation. Voilà. On va passer pour la partie G. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est pour la sous-traitance. Oui. C'est pour les sous-traitants. Donc là, pour quelle prestation je suis intervenue en tant que sous-traitant? Donc, vous faites soit que la sous-traitance, soit vous faites partiellement la sous-traitance. Donc là, vous allez remplir donc stagiaire dont la formation a été confiée à votre organisme par un autre organisme de formation. Ça va être marqué en rouge. Si vous n'intervenez pas en sous-traitance, ne complétez pas le cadre. Donc voilà. Vous mettez donc le nombre de stagiaires et d'apprentis fois toujours pareil le nombre d'heures, donc ça fait un nombre total d'heures. Et c'est important, c'est que le total des produits perçus à ce titre doit obligatoirement figurer à la ligne 10 du cadre C. Toujours pareil, la ligne 10 du cadre C pour les sous-traitants. Ça va de pair avec le G. Après, non, oui, ça s'est collé le H en dessous, donc
non. Après le H, bon, bah, je crois que c'est la partie peut-être la plus simple. Là, ça va être voilà, la signature, personne et la qualité de dirigeant. Hein, c'est ce qui était déjà pré-rempli quand vous avez fait votre demande de déclaration d'activité. Vous avez mis dirigeant à la personne responsable. Donc, ça va marquer le nom. Après, vous pouvez dire non, ça a changé ou non, ce n'est plus ça. Donc, vous pouvez réactualiser, mais il faut bien cocher la case dirigeant principal avant de sauvegarder le bloc. Il faut vraiment le cocher. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui vous le rappelle, mais il faut le cocher. De toute façon, sinon, ça ne pourra pas transmettre. Et normalement, ça va mettre la date, le lieu, la qualité. Comme c'est dématérialisé, il n'y a pas de signature. Et puis, voilà, tout va se faire. Ça ne rend pas la partie la plus difficile. Mm. Pour le H, donc c'est à cocher. Et Donc, ensuite, voilà. Pour là, voilà. on a fini de remplir le bilan avec le H. Ouais. Donc là, on a repris un petit peu les différents cadres. On a essayé d'expliquer ce sur quoi il fallait faire attention, la cohérence qu'il peut y avoir entre les différents cadres. Et à ce sujet, si toutefois l'application détecte des anomalies ou des incohérences, vous allez avoir un message d'alerte qui va s'afficher lorsque vous cliquerez sur le bouton transmettre. Alors transmettre, en gros, ça veut dire je valide mon bilan et je le transmets. D'accord? Donc c'est vraiment la phase ultime, c'est la phase finale de la télédéclaration du bilan pédagogique et financier. Alors des incohérences, il peut y avoir des incohérences mineures qui ne vont pas bloquer la transmission et la validation du bilan. Mais il peut y avoir des incohérences majeures qui, elles, vont bloquer la transmission du bilan pédagogique et financier. Donc à chaque fois que vous avez ce message d'alerte, il va falloir, dans un premier temps, lire un petit peu l'objet de cette alerte et ensuite essayer de rectifier pour faire en sorte que l'anomalie ou l'incohérence puisse disparaître. Alors il y en a environ une vingtaine. Donc là, vous les avez, on va pas les prendre, hein, parce que, c'est pas toujours très simple quand on n'a pas le bilan pédagogique et financier sous les yeux. Et puis 2, on n'a pas forcément non plus le temps et c'est pas forcément l'objet de ce webinaire. Mais là, vous avez à titre d'exemple, la formulation utilisée pour notamment vous alerter en cas d'incohérence. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à un moment donné, on vous précise l'incohérence et on vous dit en gros comment est-ce qu'on peut la corriger. Donc ça, c'est important. Donc soyez très vigilants lorsque vous avez ce type de message d'incohérence. Encore une fois, vous avez des incohérences mineures, des incohérences majeures, et en cas d'incohérence majeure, vous ne pourrez pas, au final, saisir et transmettre votre bilan pédagogique et financier. Voilà. Donc là, vous avez environ une vingtaine, hein, grosso modo une vingtaine d'incohérences répertoriées. Voilà. Alors, si on fait un petit retour sur les principaux points de vigilance, on en a abordé pas mal, mais ce n'est pas inutile de les reprendre. Premier élément, une entité juridique égale un numéro de déclaration d'activité égale un bilan. Pour faire simple, lorsque un organisme possède des établissements autonomes ou secondaires qui ne sont pas juridiquement distincts, ces établissements autonomes ou secondaires n'ont pas à renseigner leur propre bilan pédagogique et financier. C'est l'organisme qui chapeaute et qui est juridiquement responsable qui va devoir renseigner le BPF. Ça veut dire que pour certains organismes, il va falloir faire une compilation lorsqu'il y a plusieurs établissements qui interviennent sur différents sites, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est important. Le bilan, il est lié au numéro de déclaration d'activité. Pour un numéro de déclaration d'activité, ce qu'on appelle le NDA, doit correspondre à un bilan pédagogique et financier. En sachant que et le numéro de déclaration d'activité et le bilan pédagogique et financier correspondent à une entité juridique et une seule entité juridique. Voilà.
Ensuite, les éléments d'identification doivent être vérifiés, le cas échéant actualisés. Claire, donc, vous l'a rappelé, hein, numéro SIRET, adresse, email de contact. Ça, c'est important parce qu'on peut être amené notamment à échanger, notamment par mail. Vous pouvez recevoir notamment du ministère du Travail des courriels d'information. Donc, c'est bien quand même d'avoir des adresses à jour, des adresses de courriel ou éventuellement des adresses postales, pourquoi pas. Seule l'activité, mais ça on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, seule l'activité de formation continue et ou d'apprentissage est à renseigner, puisque maintenant on inclut l'apprentissage sous le spectre de la déclaration d'activité. Les produits et les charges à comptabiliser doivent correspondre à des formations réalisées ou ayant débuté ou ayant commencé. C'est ce qu'on appelle la notion d'engagement et non pas d'encaissement. C'est ce qu'on a abordé tout à l'heure lorsqu'on a expliqué la partie financière, avec d'un côté des produits, de l'autre côté des charges. Les montants indiqués doivent être portés hors taxe ou net de taxes. Le volet financier et le volet pédagogique doivent obligatoirement être en cohérence. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure et c'est ce qu'on a revu là, notamment avec la liste des incohérences mineures et majeures. La saisie du volet pédagogique est simplifiée et allégée pour les organismes sous-traitants. Ça, Claire l'a suffisamment rappelé. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai connu à une époque lointaine où le bilan pédagogique et financier faisait 4 pages et tous les organismes, y compris les sous-traitants, devaient renseigner donc ces 4 pages. Là, c'est quand même beaucoup plus simple pour les organismes et notamment qui ne font que de la sous-traitance. Voilà. Alors, concernant l'apprentissage, ça, c'est une précision importante. Seuls les apprentis formés doivent être mentionnés. Ne pas renseigner ses propres apprentis formés par un organisme tiers. Voilà. Vous devez renseigner concernant les apprentis que vous formez. Alors, ça peut être vos propres apprentis, auquel cas vous intervenez en tant que CFA d'entreprise. Mais très souvent, ce sont des apprentis extérieurs à votre propre structure. Mais surtout, ne renseignez pas vos propres apprentis pour lesquels vous êtes l'employeur. Ça, c'est important parce que malheureusement, ça modifie pas mal la donne et ça peut induire en erreur pas mal d'opérateurs qui vont utiliser notamment les données issues du bilan pédagogique et financier. Voilà. Ensuite, ne pas oublier de déclarer, ça on l'a revu également, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de la formation professionnelle. Donc, vous prenez votre chiffre d'affaires réalisé au titre de la formation professionnelle et vous divisez par le chiffre d'affaires global de votre entité juridique. Et là, vous aurez donc un pourcentage, en sachant, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le pourcentage, c'est minimum 1%. Voilà, lorsque vous avez plusieurs activités, dont l'activité de formation. Alors, ne pas oublier de sauvegarder, ça c'est important également. Lorsque vous allez compléter chacun des cadres ou des blocs, il faut surtout sauvegarder votre saisie. Sinon, vous ne pourrez pas le transmettre. D'accord ? Alors malheureusement, je sais que si on se fie un petit peu à ce qu'on observe, ce qu'on a observé ces dernières années, très souvent certains organismes oublient de sauvegarder. Et s'ils oublient de sauvegarder, le cadre peut très bien apparaître à néant. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous pensez bien à sauvegarder chacun des blocs ou des cadres. Et au final, quand vous avez sauvegardé l'ensemble des blocs ou des cadres, y compris ceux qui sont à 0, pensez à transmettre. Si vous ne cliquez pas sur l'onglet transmettre, votre bilan n'est pas actif. Ça veut dire que vous n'avez pas transmis votre bilan. Et pour nous, il sera non transmis. Donc ça, c'est important. Sauvegarder les blocs et ensuite transmettre l'intégralité du bilan une fois que vous avez sauvegardé la totalité des blocs. Voilà. Également, Philippe, je ne sais plus si on allait le dire après, que vous allez transmettre votre BPF et peut-être que vous allez vouloir imprimer ce que vous avez rempli pour télécharger. Et il y a un souci en ce moment, ça peut arriver, de téléchargement avec. Il faut avoir Adobe Acrobat Reader pour pouvoir imprimer ce que vous avez saisi. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oh mon Dieu, je ne comprends pas, je l'ai transmis, mais il n'y a rien. Alors que si, je vois que ça a fait foi. Tant que vous nous le transmettez, que vous voyez que c'est transmis, que vous avez un mail, vous l'avez bien transmis, vous êtes dans les règles. C'est juste que c'est un téléchargement de PDF avec Acrobat. Donc,
si vous avez téléchargé la dernière version, vous allez pouvoir facilement le télécharger, le voir rempli et l'imprimer, par exemple, si vous avez besoin pour votre audit Calliope. Voilà, Ouais. c'était juste pour intervenir là-dessus. Oui, tout à fait, c'est important. Il s'avère qu'on a été pas mal sollicité sur ce sujet. Lorsque vous transmettez votre bilan, vous recevez un courriel d'accusé-réception. Et dans ce courriel, vous avez une pièce jointe qui correspond à l'équivalent papier de ce que vous avez saisi en ligne. Et pour ouvrir et imprimer fidèlement cet équivalent papier, vous devez utiliser Adobe Acrobat Reader. Voilà. Sinon, il apparaîtra vierge. Alors, pour des raisons qu'on ignore, puisqu'on n'a pas forcément la main sur la technique, hein, mais c'est vrai que ça peut être dérangeant, mais sachez que vous avez la possibilité, quoi qu'il arrive, d'ouvrir et d'imprimer la version qui correspond à la version que vous avez effectivement saisie. Pour vous rassurer, si toutefois vous recevez un courriel d'accusé-réception, ça veut dire que quoi qu'il arrive, votre bilan pédagogique et financier a bien été transmis, hein, et que les informations ont bien été sauvegardées. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et puis peut-être une dernière précision, une fois que vous avez transmis votre bilan pédagogique et financier, vous perdez complètement la main. Ça veut dire très concrètement qu'il ne vous est pas possible de rectifier les données que vous avez saisies et transmises. La seule possibilité de corriger ce que vous avez saisi, c'est de nous contacter. Quand je dis nous, c'est le service régional de contrôle de la formation professionnelle, de manière à ce qu'on puisse nous mentionner vos modifications et faire en sorte que les modifications puissent être prises en compte. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'avant de transmettre, assurez-vous bien que la totalité des informations ont été mentionnées et qu'éventuellement, il n'y a pas d'erreur. Parce que sinon, encore une fois, quand bien même vous pourriez transmettre, vous allez perdre la main et il vous sera donc impossible de rectifier les données saisies. Voilà. On verra à l'avenir ce qu'il en sera, mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas possible que vous repreniez la main pour procéder vous-même aux rectifications. Voilà. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, lorsque vous apercevez qu'il y a eu une erreur, un oubli ou autre, de nous contacter. Vous précisez notamment dans le mail que vous nous enverrez sur notre boîte institutionnelle vos coordonnées. Quand je dis vos coordonnées, c'est principalement le nom, votre numéro de déclaration d'activité, votre numéro sirène. Voilà. Et ensuite, la nature des informations à corriger. Ça, c'est également important. Alors, ce qui est pour nous le plus confortable, c'est d'avoir sous les yeux votre équivalent papier, que vous aurez vous-même corrigé manuellement. Comme ça nous permet de ne pas éventuellement faire d'erreur et de corriger à bon escient les informations requises. Donc voilà un petit peu sur les points de vigilance. On les a quand même abordés au cours de cette présentation. Donc soyez vraiment vigilants sur ce qu'on vient d'évoquer. Plus vous serez vigilants et plus ce sera simple pour vous et moins il y aura de complications ultérieurement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en l'absence de transmission du bilan? Et là, on sera un petit peu moins gentil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme de formation qui est éligible au bilan pédagogique et financier, si toutefois il ne transmet pas son bilan pédagogique et financier en temps et en heure, il va faire l'objet de ce qu'on appelle un prononcé de caducité. Alors, c'est quoi le prononcé de caducité? C'est une mesure de police administrative qui correspond à l'annulation de votre déclaration d'activité et au retrait de votre NDA, numéro de déclaration d'activité. Grosso modo, ça veut dire que vous n'êtes plus organisme de formation et on vous retire cette qualité d'organisme de formation. Il peut y avoir derrière des conséquences importantes, notamment par rapport aux certifications que vous pouvez avoir. Je pense à la certification Calliope, je pense éventuellement aux relations que vous avez pu nouer avec des organismes partenaires ou des organismes financeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que
La transmission du bilan pédagogique est obligatoire, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre le bénéfice de votre numéro de déclaration d'activité. Voilà. Alors, pour retrouver ou récupérer ce numéro, on a mis en place quelques mesures qui peuvent éventuellement vous faciliter la tâche. Bon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais sachez que vous avez l'obligation de transmettre votre bilan pédagogique et financier si vous êtes éligible. Sinon, vous risquez cette mesure dite de caducité, voilà, qui fait l'objet d'une décision, etc., en bonne et due forme. Alors, il y a d'autres sanctions. Et là, on déborde un petit peu sur le volet pénal, puisque ce qu'il faut savoir, et ce n'est pas anodin, c'est que l'absence de transmission du bilan pédagogique et financier est passible d'une amende de 4 500 €. Et le cas échéant, et c'est là où ça peut se compliquer, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement, voire définitivement, l'activité de dirigeant d'un organisme de formation. Donc là aussi, soyez vigilants, faites en sorte de renseigner votre bilan pédagogique et financier, faites en sorte qu'il soit le plus fidèle possible, sinon vous risquez d'avoir quelques inconvénients, pour ne pas dire autre chose, si toutefois vous ne le faites pas. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une obligation, hein. Il y a très peu d'obligations déclaratives pour un organisme de formation. C'est quasiment la seule. Simplement, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir certaines déconvenues. Voilà. Alors ensuite, là, on va être un petit peu plus positif. Pour vous aider dans cette démarche de télétransmission du bilan pédagogique et financier, vous bénéficiez d'une aide en ligne. C'est ce qu'on appelle AidOF. Vous allez la trouver logiquement sur la partie gauche de votre masque de saisie lorsque vous allez accéder à mon activité formation. Voilà. Donc là, vous allez avoir accès à tout un tas de guides utilisateurs. Et parmi ces guides, vous avez le guide relatif à la déclaration du bilan pédagogique et financier. Voilà. Il se trouve qu'il a été mis à jour il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas. J'ai envie de dire qu'avant même de débuter votre saisie ou télésaisie, allez voir cette rubrique AidOF. N'hésitez pas à télécharger les documents, à les importer, à les lire, et puis ensuite, dans un deuxième temps, lorsque les choses seront à peu près claires pour vous, de commencer la saisie. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez également sur la droite, et c'est la flèche verte, vous avez une rubrique qui s'appelle « J'ai besoin d'aide ». Elle s'intitule « J'ai besoin d'aide ». Et là, vous pouvez éventuellement avoir des réponses à des questions alors assez simples, assez sommaires, que vous vous posez. Donc, vous pouvez également utiliser cette liste de discussion. Hein. On ne rentre pas forcément dans le détail, mais ça apporte déjà un premier niveau d'information. Donc, n'hésitez pas, le cas échéant, de consulter cette rubrique « J'ai besoin d'aide ». Et ça, a priori, tout le monde y a accès. Toutes les personnes qui se connectent à mon activité formation ont accès donc à cette rubrique, AidOF. Voilà, je repasse la main à Claire. Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Alors, plus ce webinaire, vous avez aussi donc, des supports documentaires qui vont vraiment vous aider pour être en autonomie déjà. Donc, vous avez la notice explicative qui est jointe. Alors, vous voyez, vous avez des liens. Vous cliquez dessus, vous allez avoir accès directement au formulaire SERFA, mais il ne faut pas utiliser le formulaire SERFA, il faut aller sur MAF. La notice qui est très bien détaillée. Et le guide juridique, édition 2025, remplir le bilan pédagogique et financier par Centre Info. Donc, qui est téléchargeable. Vous pouvez vous abonner gratuitement et vous allez vraiment avoir un peu une Bible. Ça va vraiment vous aider, vous accompagner quand vous aurez des questions. Voilà. Ensuite, Philippe, tu as le contact après? Oui, non, simplement peut-être une précision. Le guide juridique donc, du Centre Info, hein, c'est un organisme de référence en matière d'information, de diffusion de l'information sur la formation, qui s'intitule « Remplir le bilan pédagogique et financier », fait environ 60 pages.
Hein, donc ça veut dire que c'est pas utile, si vous avez simplement une question basique, c'est peut-être pas utile de vous reporter et d'essayer de télécharger, ce guide juridique. Par contre, si vous êtes confronté à des questions très pointues, très particulières, parce que votre activité est complexe, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, de le parcourir, en sachant que quoi qu'il arrive, vous trouverez, une réponse, à vos questions. Voilà. C'est vraiment le document de référence. Encore une fois, il fait 60 pages, c'est un petit peu long, c'est pas toujours évident à trouver, mais c'est vraiment le guide, de référence, en matière du bilan pédagogique et financier. Je reprends ce que disait Claire sur la notice. La notice CERFA, elle, au contraire, elle est relativement brève, elle est assez précise et je pense que c'est un outil intéressant, notamment pour répondre à vos questions. Voilà, en Oui, tant parce que qu'OS, je on ne va sais dire pas si on classique. aura le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, la notice Oui, voilà, va déjà aider. Et après, on voilà. a les contacts. On est là pour ça aussi. Donc, on va vous mettre la salle contact. C'est qu'on a une permanence téléphonique au SRC. Donc, dont moi, on est plusieurs agents. Donc, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h30 à midi. Vous appuyez sur la touche 2 concernant le bilan pédagogique. La campagne a commencé du 7 avril. Elle va jusqu'au 31 mai. Voilà, on est là pour ça. C'est mieux de téléphoner des fois. Après, il y a la messagerie professionnelle, institutionnelle, comme a dit Philippe. Et l'assistance technique, parce que le côté technique, nous, pas trop non plus notre champ. S'il y a des problèmes de connexion technique, je vous invite vraiment à vous connecter avec Assistance Emploi ou le numéro vert, je vous disais, pour également avoir l'accès, le code d'accès MAF. Ce numéro vert, il est là pour ça. Et je crois que j'ai à peu près tout dit sur les contacts. Ouais, Voilà. ouais. Ok, bah pour Dernière rebondir, slide. ouais, pour rebondir Peut-être. effectivement, bah, il y a eu beaucoup de questions. Philippe, je suis désolée, il faut vraiment Oui, oui, qu'on non, mais passe à pas de quelques souci, pas de questions, souci, bien parce sûr. qu'on a largement dépassé le Mm. temps. Donc j'espère qu'on va pouvoir répondre très rapidement à quelques questions pour quand même J'ai regardé quelques aider les questions déjà. Ok, Ouais. aider les participants. Comme vous indiquez Claire et Philippe, vous allez pouvoir déjà contacter la plateforme pour pouvoir répondre à toutes vos questions, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui sont parfois des cas un peu plus individuels. Donc là, on Mmh. vous invite vraiment à contacter l'adresse. Enfin voilà, ce ne sera pas traité aujourd'hui, mais j'ai relevé quelques questions, des précisions notamment quand on parle d'exercice, est-ce que c'est de janvier à janvier ou de avril à avril? Peut-être tu peux préciser ça. Non, c'est ce qu'on disait que c'est soit c'est un an, mais ça peut être une année civile. Donc Voilà. oui, si c'est avril, ça peut commencer à être avril 2024 et se finir avril 2025. Oui, Il n'y a oui. pas Voilà, de pour souci. préciser, il y a eu quelques questions aussi autour du statut d'auto-entrepreneur. Oui. Quelqu'un qui disait, si auto-entrepreneur, ça veut dire qu'il n'y a pas de clôture d'exercice. Comment faire dans ce cas-là? Donc voilà, il y a eu des questions autour de ça. Si vous pouvez. Bah, un Oui, exercice, ça en a un quand même, même Oui, quand voilà, c'est ouais, ça. entrepreneur, ouais. quoi, parce que c'est de la. Ouais, Mm. ce qui est important de retenir, c'est que, dans la mesure où vous êtes déclaré organisme de formation, quel que soit votre statut, il y a un certain nombre d'obligations qui doivent, être respectées, notamment les obligations comptables, l'obligation de transmettre un bilan pédagogique et financier, voilà. Et très souvent, on échange avec des organismes, notamment des auto-entrepreneurs qui nous disent: «Mais moi, je suis déclaré, mais je suis pas organisme de formation. Parce qu'en plus, je suis sous-traitant et je travaille pour le compte d'un autre organisme de formation, donc tout ça me concerne pas». Malheureusement, si, ça vous concerne. Pourquoi? Parce que vous êtes déclaré et lorsque vous êtes déclaré, vous faites partie des organismes de formation. Alors maintenant, on utilise le terme organisme concourant au développement des compétences. On va faire simple, on va toujours parler d'organisme de formation, mais ça vous concerne également. Voilà, quel que soit votre statut. Et si vous êtes auto-entrepreneur, même si vous avez un petit chiffre d'affaires, vous êtes soumis à la plupart des obligations, dont sont redevables, la très grande majorité des organismes, Ok, voire la totalité d'ailleurs. merci On pour les vous a mis précisions. également la trame du DPF en Oui. dématérialisé, là, qu'on voit, pour vous dire. D'autres petites questions, j'ai essayé de regrouper. Il y a des questions par rapport au fait s'il y a eu enfin, faut-il déclarer les produits et heures de stagiaires ayant abandonné en cours de formation? Ça questionne, est-ce que c'est des personnes qui ont commencé et abandonné? Est-ce qu'il faut les compter, ces heures-là? Oui, mais uniquement pour la partie réalisée, effectivement réalisée. Mm.
Ok. Donc, oui, par exemple, quelqu'un qui demandait comment calculer lorsque plusieurs stagiaires arrêtent leur formation avant la fin de celle-ci, parfois au bout de 3 mois, 6 mois, au lieu de 12 prévus. Donc, ce que vous nous dites, c'est on met le réalisé sur. Complètement. Ouais. Le Mm. nombre d'heures réalisées qui a donné lieu notamment à facturation. Voilà. Ok. Rapidement également, donc il y a quelques questions sur les actions de formation dispensées à l'étranger. Est-ce qu'elles sont à déclarer dans MAF ou uniquement Oui, les Oui, actions, voilà, on l'avait oui, c'est précisé en début de marqué. webinaire. On Ouais. l'avait dit que tout ce qui était formation fait à l'étranger ou pour des étrangers, il faut le déclarer. oui. C'est marqué dans Voilà. les produits. Mm. Dans la mesure où l'organisme est déclaré en France, il est soumis à la réglementation française et à partir de là, il doit renseigner le bilan pédagogique et financier. Oui. On avait également, bah alors pour bien repréciser, parce que c'est vrai que la question de la sous-traitance, c'est toujours, enfin il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc quelqu'un qui demandait, est-ce qu'un formateur prestataire est considéré comme un sous-traitant, comme Oui, sous-traitant? bah oui. Donc Un voilà. prestataire, en fait, on est prestataire et le donneur d'ordre, c'est le client. Oui. Oui. Et également une autre question subsidiaire, si je sous-traite pour plusieurs établissements, est-ce qu'il faut citer quelque part ou Non, pas besoin, on voilà. ne demande pas Mm. de citer les noms d'organismes, c'est vraiment en heures et en nombre de stagiaires. En fait, on ne vous demande pas d'avoir une liste de. Mm. Voilà, donc non, il n'y a pas de mise à jour dans MAF là-dessus non plus. Je vois on a encore le temps de prendre 2 minutes. quelques questions. Allez. Euh, ah oui, donc vous évoquiez bah, les actions engagées, donc la formation en cours d'encaissement. Donc en fait, oui, on ne tient pas compte des conventions signées pour la suite. Une question qui était posée comme ça. On Pour ne la tient pas suite. compte des formations. Signées pour la suite, je suis. Bon, si la personne peut préciser Oui, dans le chat en attendant oui, on va éventuellement, prendre une autre parce que question. Ah oui, et puis oui, si on n'a pas fait de formation sur la dernière année comptable, faut-il malgré tout faire la déclaration? C'est Oui, toujours une oui, question. on oui, l'a Voilà. dit, oui, c'était oui. néant, il faut Voilà. mettre zéro. Voilà, il faut Zéro. saisir à zéro. Sinon, c'est caduc. Soit vous saisissez à zéro, soit éventuellement vous faites modifier, ensuite vous sauvegardez et je crois que les zéros s'incrémentent automatiquement. Mais par sécurité, saisissez quand même tous les cadres à zéro. Sinon, vous allez faire l'objet de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette mesure de caducité. Enfin, vous pouvez faire l'objet de cette mesure de caducité. Ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que deviennent caducs, certes, les organismes qui n'ont pas transmis de bilan pédagogique et financier, mais d'autres organismes peuvent également le devenir, notamment ce qu'on appelle les organismes en sommeil, qui n'exercent plus d'activité. Voilà. Mm. Voilà. Donc vous Mm. avez tout intérêt à, encore une fois, à être le plus fidèle et précis possible concernant la déclaration du bilan pédagogique et financier. Et dernière, tout juste après, je conclus. Dernière question, quelqu'un qui nous demandait, ça ne concerne que les formations continues ou apprentissage. Elle demandait du coup confirmation. Les stagiaires formation initiale ne sont donc pas comptabilisés. Non, Oui, Voilà. tout à fait. tout ce qui est Comme Tout à ça, fait. scolaire, on clarifie, étudiant, mais non, ouais. c'est Ouais, c'est la professionnel. formation initiale, donc c'est hors champ de la formation Hors champ. professionnelle, sous-entendu continue. Voilà. Bon, alors je vois que je j'ai pas pu remonter toutes les questions, bah, je les ai bien notées, mais je vous invite bah, du coup à contacter, comme vous a indiqué Philippe et Claire, les services en question pour répondre à vos questions. On ne pourra pas voilà, traiter tous les cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin et de nous avoir suivi le webinaire en entier. Merci aux intervenants, merci Philippe, merci Claire, merci Valentine pour ces informations. Le Merci. support de présentation, donc je vous le mettais dans le chat, mais sera envoyé bah, à la fin, enfin à tous les inscrits, donc vous pourrez le récupérer. Et le replay du webinaire sera disponible également sur la chaîne YouTube d'Amphore sous une dizaine de jours. Voilà, il faudra nous laisser le temps de monter ce webinaire et il sera disponible sur notre chaîne YouTube. On pourra également vous l'envoyer bah, à ce moment-là. Et je pense que ouais, on va pas pouvoir prendre toutes les autres questions qui sont arrivées. Voilà, on va devoir clôturer le webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Merci pour votre écoute. Merci. Merci à tous. Merci Merci, pour bonne votre journée, écoute. au revoir. Bonne journée, au revoir.